Merci à vous de passer l'après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, la bataille de Kharkiv a-t-elle été remportée par les Ukrainiens? Les soldats de Poutine semblent perdre du terrain. Est-ce une nouvelle humiliation pour les Russes? Réponse avec nos invités dans ce journal. La Russie a mis à exécution sa menace. Elle a coupé la fourniture d'électricité à la Finlande sur fond de demande d'adhésion d'Helsinki à l'OTAN. Le président finlandais s'est entretenu avec Vladimir Poutine cet après-midi. On verra tout cela avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. La politique, duel à distance ce samedi pour les législatives. Éric Zemmour est dans le Var. Marine Le Pen est dans sa circonscription du Pas-de-Calais où elle lance sa bataille pour ces élections. Nous serons sur place dans un instant avec Loïc Besson. Et puis nous parlerons également de ces températures dignes d'un mois de juillet partout en France. Et conséquences, cette sécheresse qui affecte particulièrement les agriculteurs. Nous irons par exemple dans les Deux-Sèvres à la rencontre d'un professionnel très touché. Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine? L'Ukraine a-t-elle gagné la bataille de Kharkiv, la deuxième ville du pays? C'est ce que pense en tout cas l'Institut américain de l'étude de la guerre, un laboratoire d'idées qui documente le conflit depuis Washington. Juliette Andrieux et Julien Bosque. Dans ce village au nord de Kharkiv, des carcasses calcinées et des véhicules militaires détruits. Les troupes de Vladimir Poutine avaient établi leur camp de base ici avant d'être repoussées par les forces ukrainiennes. C'est une offensive de nos forces. Nous avons réussi à reprendre une zone de 25 km en seulement 2 jours. C'était pourtant l'une des cibles prioritaires du Kremlin, à 40 km de la frontière avec la Russie. Kharkiv, deuxième ville du pays, n'est pas tombée aux mains des Russes. Regardez dans quoi ils marchent. Ce sont des chaussures pour une saison. À l'intérieur, les soldats jubilent. C'est un journal russe. Il titre « Vos héros ». C'est le travail de leur politique. De quels héros parle-t-il? Ils sont déjà partis. Mais les forces ukrainiennes doivent rester vigilantes. Ce chariot de course attire leur attention. Ce sac à roulettes est piégé. Il y a un détonateur caché par des livres. Les pompiers vont venir régler ça. Derrière eux, ils ont laissé de l'équipement militaire désormais aux couleurs de l'Ukraine. Il est en état de marche, il fonctionne parfaitement, il démarre. Car l'heure n'est pas à la fête, les Ukrainiens doivent repousser les troupes russes encore plus loin. Pour les Ukrainiens, il s'agit d'abord de maintenir un dispositif de défense, de poursuivre l'offensive pour aller en gros jusqu'à la frontière. Et les forces russes vont très vraisemblablement, elles, se replier. Le problème, c'est qu'elles ont dû subir des pertes. Et donc, il faut les remettre en condition, les réengager dans le Donbass, dont on voit que c'est la priorité aujourd'hui. Une humiliation de plus pour Vladimir Poutine, d'autant que dans le Donbass, si les combats restent intenses, les troupes russes ne parviennent pas à avancer. Et pour en parler, Patrick Martin-Junier est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Est-ce qu'on peut parler de tournant et de nouvelles déroutes peut-être pour l'armée russe à Kharkiv? Oui, alors c'est une victoire locale en effet très importante car les troupes russes ont été finalement renvoyées vers la frontière qui n'est pas loin, une quarantaine de kilomètres. Et donc effectivement, c'est un revers, c'est une victoire locale. Est-ce qu'on peut parler d'un revirement? Ça, effectivement, c'est peut-être encore à discuter, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. On sait que dans cette ville de Kharkiv, les habitants sont revenus, il n'y a plus de bombardement, donc la vie reprend, ce qui veut dire que manifestement, c'est un sacré revers pour les troupes russes qui n'y arrivent plus, qui n'arrivent plus à maîtriser le Donbass. Et donc effectivement, c'est une victoire militaire, mais aussi psychologique en termes de communication, très important. Et aujourd'hui, on peut dire que les Russes ont subi véritablement une vraie défaite. Autre information du jour, Patrick, le G7 qui dit aujourd'hui qu'il ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie tente de modifier par la force. Tout à fait. C'est une violation par la Russie des règles internationales, du droit international. C'est une violation depuis 2014 avec l'invasion de la Crimée et du Donbass. Il est évident qu'aujourd'hui, vous savez, ils avaient comme intention d'introduire des référendums d'annexion pure et simple à la Russie. On a dit que ça devait être le cas à Kherson, cette ville qu'ils maîtrisent encore. Ce ne sera pas le cas et il était tout à fait normal que les G7 qui sont réunis aujourd'hui et la communauté internationale ne reconnaissent pas ces nouvelles frontières entre guillemets, car le Donbass ne sera jamais annexé, comme l'a demandé Volodymyr Zelensky à la Russie. Restez avec nous, on va voir où on en est au 80e jour de cette guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine reprend du terrain à la Russie. Selon le président ukrainien, plus de 1000 localités ont d'ailleurs été reprises aux Russes. Écoutez.
Nous continuons de libérer notre territoire, à reprendre aux Russes des territoires occupés. Actuellement, plus de 1000 localités ont été reprises. En 24 heures, nous en avons repris 6. Nous avons rétabli l'électricité, l'eau, les communications, les transports et les services sociaux. Nous n'oublions pas les autres villes encore occupées, Kherson, Melitopol, Berdiansk, Enerhodar, Mariupol et tous les autres villages et villes du Donbass. La libération graduelle de la région de Kharkiv prouve que nous n'abandonnerons personne à l'ennemi. Patrick Martin-Genier, l'Ukraine est-elle en train de regagner du terrain, comme le dit le président Zelensky? Ah oui, elle regagne manifestement du terrain. Oui, c'est une victoire. Il y a une victoire militaire sur le terrain. Sur le long terme, on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, ils reprennent des villes et la vie reprend dans ces villes qui étaient occupées. À supposer, je ne parle pas de Mariupol, qui est un terrain de ruines. Mais en tout cas, oui, ils reprennent du terrain. Et donc, la Russie est en grande difficulté. On sait très bien que ce qu'on appelle l'armée, les soldats qui n'en sont pas, en fait, qui sont ce que le chef du renseignement ukrainien a déclaré comme étant des hordes d'hommes qui étaient mal formés, n'arrivent pas à occuper le terrain. Et donc, les Ukrainiens reprennent des villes, reprennent du terrain. Et on peut dire effectivement que, pour l'instant, c'est une victoire de l'Ukraine. Et certains, d'ailleurs, estiment que si véritablement il y a un revirement de cette guerre, il pourrait intervenir définitivement un premier virage au mois d'août et à la fin de l'année, si les Ukrainiens continuent à remporter. C'est le chef du renseignement militaire ukrainien, notamment. Le chef du renseignement ukrainien, le général Kuleba, qui a dit cela. C'est-à-dire qu'au mois d'août, il devrait y avoir une sacrée évolution, si ça continue comme ça, pour éventuellement la fin d'une guerre dite active au mois de décembre. Et alors, il y a cette autre information également aujourd'hui, la Russie, qui a mis à exécution sa menace et qui a donc cessé de fournir son électricité à la Finlande voisine. Le fournisseur russe qui évoque des impayés, c'est la raison officielle, mais c'est bien plus probablement l'adhésion de la Finlande, la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN qui est en jeu. Il y a 1300 km de frontières entre la Finlande et la Russie et les Finlandais ne sont pas rassurés. On est en sécurité ici. Les gardes-frontières gardent un œil sur nous. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, je me suis inquiétée. Nous sommes si proches de la frontière. Que se passera-t-il si on se retrouve un jour dans la même situation? On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe ici à l'Est. La Russie a toujours été redoutée. On a toujours été sur le qui-vive et méfiant. Mais dans cette région, l'interaction a toujours été quotidienne. Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. Le président finlandais s'est entretenu, Jean-Didier, avec Vladimir Poutine au sujet de la candidature imminente de la Finlande à l'OTAN. Alors oui, effectivement, de sources russes, ce qu'on a appris, c'est que le président finlandais a appelé Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine lui aurait dit qu'il regrettait cette décision de la Finlande de vouloir adhérer à l'OTAN, dans la mesure où, pour Moscou, eh bien, la Russie ne court aucun danger, elle n'est pas menacée par la Russie. Ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours, c'est, compte tenu de la décision finlandaise d'adhérer à l'OTAN, eh bien, déjà à la mi-avril, Moscou avait fait savoir qu'une adhésion de la Suède et de l'OTAN, de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, impliquerait pour la Russie un redéploiement de troupes militaires terrestres et navales le long des 1300 km de frontières qu'il y a entre la Russie et l'OTAN et la Finlande. Ça constitue le doublement des frontières directes entre la Russie et l'Alliance Atlantique, et cela impliquerait très probablement une nucléarisation de la mer Baltique, c'est-à-dire le déploiement d'armes nucléaires à proximité de la mer Baltique. Merci beaucoup Jean-Didier Revoin pour ces précisions. En direct de Moscou pour BFM TV, Patrick Martin-Genier, Vladimir Poutine voulait lui enrayer cette expansion de l'OTAN. C'est pari perdu ? C'est un pari perdu et l'objectif qui était recherché d'affaiblir l'OTAN, en réalité, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. Cette invasion en Ukraine a considérablement renforcé l'OTAN et la capacité défensive de l'OTAN, parce que j'entends certains dire c'est un casus belli, c'est agressif. C'est pas du tout agressif. Ce sont des pays qui, très légitimement, se sentent menacés et qui voient bien que, finalement, Vladimir Poutine est capable de tout et qu'il pourrait un jour franchir les frontières ou provoquer un incident avec la Finlande. Et donc, c'est important, c'est fondamental. Et sur ce point,
la classe politique finlandaise est à l'unisson avec le Parlement. Ils veulent effectivement, et la population, environ entre 70 et 75%, est pour cette adhésion à l'OTAN. Et je crois que certains historiens ont montré que nous avions véritablement fermé les yeux pendant des années sur le danger que représentait la Russie avec Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, cette invasion de l'Ukraine nous a véritablement ouvert les yeux. Et donc, c'est une question de survie, notamment pour la Finlande. La dernière information qui nous vient du Kremlin, c'est que pour Vladimir Poutine, la fin de la neutralité militaire finlandaise serait une erreur. Évidemment, c'est une erreur pour lui, mais il n'avait qu'à pas envahir l'Ukraine. Manifestement, l'OTAN, encore une fois, l'OTAN, c'est d'abord une alliance militaire, certes, mais défensive. Ce serait une erreur pour Vladimir Poutine, mais l'effet recherché est exactement inverse de ce qu'il voulait. En réalité, il s'agit de bien être en situation de défendre la Finlande, qui se trouve en situation de grande faiblesse. On peut dire aujourd'hui qu'un pas historique a été franchi. Vous savez qu'on utilisait souvent le terme finlandisation, qui consistait à ne pas déplaire à son voisin alors qu'on était soi-même dans une démocratie et dans l'Union européenne. Tout cela, c'est fini, ça appartient à l'histoire. C'est peut-être une erreur du point de vue de Vladimir Poutine, ce n'en est pas une pour l'Occident et pour l'Union européenne et l'OTAN. Est-ce qu'après l'OTAN, la Finlande pourrait aussi demander à intégrer l'Union européenne ? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, tout ça, effectivement, c'est quelque chose de très important. Mais bon, c'est deux processus différents. L'objectif aujourd'hui, c'est la défense purement militaire, être en situation de se défendre s'il y avait une agression de la part de la Russie. Vous savez, il ne faut pas exclure non plus dans l'enclave de Kaliningrad, qui est située plus haut vers la Pologne, des incidents éventuellement. Donc là, il faut d'abord un système de garantie collective. Le reste, c'est du commerce, mais c'est vrai qu'il y a un impact politique à être à la fois membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Regardez ce que demandait l'Ukraine jusqu'à présent. 80e jour de guerre en Ukraine. On va reparler de Mariupol. Près de 600 blessés attendent d'être évacués du site d'Azovstal. 1 millier de soldats résistent encore sur place. Les femmes de ces soldats témoignent et demandent de l'aide à la communauté internationale. Thibaut Grosse. Vue du ciel, seule une fumée grise se détache du décor figé d'Azovstal. Mais au sol, les combats se poursuivent aux abords de cette usine métallurgique. Grenades, tirs. Voici ce que ces images postées par les soldats ukrainiens, dont la date n'a pas encore été vérifiée, montrent. Une résistance qui tente de repousser des assaillants tout proches d'eux, que l'on peut apercevoir sur ces cercles rouges. Les derniers soldats du régiment Azov, toujours enfermés dans le sous-sol de la Syrie. Les conditions sont catastrophiques sur place. Les combattants sont à court de médicaments et les combats continuent. Mais sans ces médicaments, ils ne peuvent plus se soigner et se défendre. Ils sont en souffrance. Il faut vite les exfiltrer, c'est la seule solution. Sur ces photos publiées sur les réseaux sociaux en début de semaine, on découvre le quotidien de ces gueules cassées. Des visages et des membres mutilés. Des hommes meurtris par le chaos des combats. Leur ultime chance, les négociations entre Kiev et Moscou pour les évacuer. Des pourparlers très difficiles sont en cours sur la prochaine étape de la mission d'évacuation qui doit concerner les blessés graves et les médecins. On parle d'un grand nombre de personnes. Bien sûr, nous faisons tout pour évacuer tous les autres, tous les défenseurs. Les Russes contrôlent désormais la quasi-totalité de Mariupol. Selon Kiev, il y aurait encore 600 blessés sur place. Les négociations portent sur l'évacuation de 60 d'entre eux. Patrick Martin-Genier, on a l'impression que la situation a évolué assez peu depuis ces dernières semaines dans cette aciérie d'Azovstal. Est-ce que les négociations pour évacuer les soldats vont pouvoir aboutir à un moment donné ? C'est extrêmement difficile. En fait, il y a des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas quitter Azovstal. D'abord, ils veulent montrer qu'ils résistent, c'est très important. Mais surtout, il y a la peur s'ils devaient sortir, il y a des gens qui sont blessés, eh bien la Convention de Genève sur les prisonniers ne soit pas respectée. Ils pourraient être fusillés, exécutés purement et simplement. Car vous savez que les membres d'Azov, ce bataillon, c'est la bête noire de Vladimir Poutine, qu'il décrit comme étant un bataillon rempli de nazis. Et donc, il n'y aura aucun cadeau qui sera fait à ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il y a une grande difficulté sur ce point pour Volodymyr Zelensky de négocier une sortie pacifique avec des couloirs, on va dire, humanitaires. Ce sera extrêmement difficile sur ce point. Par ailleurs, on a vu des membres de ce bataillon d'Azov, notamment des épouses d'officiers, se plaindre parfois que peut-être, eh bien, il ne serait pas fait assez par les autorités ukrainiennes pour les faire sortir, car comme vous savez, Azov, eh bien, est soupçonné d'avoir parmi dans ses rangs des néo-nazis ou des gens qui sont d'extrême droite, et on peut dire
dire que parfois les relations n'ont pas toujours été